Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous. Bon anniversaire, hein, puisque je comprends que ça fait 10 ans. Et félicitations pour vos travaux et votre développement. Le sujet géopolitique est un sujet absolument passionnant. Et vu du prisme de la technologie, il l'est encore plus. Je pense que personne dans cette pièce ne peut ignorer que il y a sur bien des plans des ruptures de paradigme assez fortes. Et le postulat que je vais ici défendre, c'est que en réalité, la technologie est un facteur majeur dans cette lecture du monde que on doit avoir. Pour évoquer ça, ça bouge beaucoup. Ça n'a pas l'air facile. Merci. J'aime bien faire un petit rappel historique parce que je pense que c'est intéressant de comprendre d'où vient ces enjeux de technologie et d'IA. Je vais le faire rapidement et puis je vous parlerai des sujets qui me semblent importants à comprendre à l'égard de tous ces sujets. Je tiens à le dire, je sors d'un déjeuner où on était quelques-uns à évoquer les sujets de bulles. Et je crois que c'est aussi important de comprendre ça, c'est que à bien des égards, on est vraiment sur une ligne de crête en ce moment. On est sur une ligne de crête dans la confrontation entre l'Europe et les États-Unis sur la régulation. On est sur une ligne de crête dans la mesure où aujourd'hui la technologie majeure qui est celle des transformers, des modèles de ce qu'on appelle les LLM, est un peu en train de toucher les murs. Et on est sur une ligne de crête aussi parce que il n'est plus possible d'envisager qu'il y a un rationnel dans les investissements tels qu'ils sont faits actuellement aux États-Unis et dans le monde sur ces sujets-là. Et donc, ça peut avoir des conséquences très importantes à court et à moyen terme. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Je vais essayer de passer les slides. Voilà, pour l'instant. Voilà. Alors, l'autre problème maintenant, c'est la télécommande qui... voilà, super. Ce monsieur, je commence toujours mes conférences par lui, c'est l'inventeur du microprocesseur. Il est célèbre parce qu'il a dit, en 1971, les microprocesseurs sont appelés doubler de puissance tous les 24 mois. En réalité, il a dit ça avant l'existence des microprocesseurs, une première fois en 68. On savait que ça allait arriver. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des portes logiques, des circuits intégrés, voilà. Et lorsque ces appareils sont arrivés, la loi, c'est... Et hop, ça disparaît, pas mal. C'est dommage parce que j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton. Voilà, merci. Voilà, alors maintenant c'est l'autre truc. C'est bon, super, magnifique. Vous ne voyez pas parce que vous êtes très loin, mais heureusement je vais vous commenter le tableau. Donc on est en 1971, vous avez le Intel 4004 qui contient 1650 transistors. J'ai un zoom dessus, magnifique, ouais. Et donc, ici, 1650 transistors, là. Et puis là, vous avez Cerebras, dont on parle beaucoup. C'est un concurrent de NVIDIA. On éteint ça. Et là, vous êtes à 2 trilliards, 2,5 trilliards de transistors. Donc ça a l'air de rien, mais c'est quand même là que beaucoup d'argent va. C'est-à-dire que quand vous voulez construire aujourd'hui une unité de production de GPU de dernière catégorie, vous êtes en train de passer la barre des 35 milliards de dollars. Donc 35 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent pour une seule usine qui fabrique ces GPU. Vous êtes aux alentours des 2 nanomètres et il n'y a pratiquement plus qu'un seul endroit au monde où on sait faire ça, qui est Taïwan. Les 2 autres endroits, qui étaient la Corée et l'Arizona, sont dans les choux, n'y arrivent pas, et avec des implications géopolitiques très importantes. Les Américains ont voulu le faire en Arizona, évidemment, pour ramener ce savoir-faire. Ils ont investi 41 milliards de dollars, et le patron de TSMC vient d'avouer qu'ils avaient 2 générations de retard sur ce qui se faisait à Taïwan. Donc ça, c'est une loi fondamentale qui a sa traduction. Et si je devais revenir sur l'épopée de l'intelligence artificielle, de façon très arbitraire, moi je la fais remonter à Turing, puisque Turing a écrit en 1951, 2 ans avant de mourir, il a écrit vraiment
la route vers l'intelligence artificielle dans laquelle il parle du fameux test Turing, et qui revient vraiment, pour des raisons qui seraient un peu trop longues à raconter ici, à énoncer ici, très à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une confrontation entre les LLM et les modèles de monde, et c'est très proche de la pensée initiale de Turing à cette époque. Donc on est en... le moment où Turing se pose ces questions, c'est vraiment sur la fin de sa vie, on est au début des années 50, et très vite, il va être suivi par Marvin Minsky et John McCarthy, qui sont les pères du machine learning. On parle toujours de la conférence de Dartmouth, qui est à la fois le lieu où on va énoncer le terme intelligence artificielle et le terme machine learning. C'est assez intéressant parce qu'ils ont tous les deux cofondé le laboratoire de l'intelligence artificielle du MIT, mais en réalité, ils ont travaillé sur des disciplines très différentes l'un de l'autre. L'un plutôt un mathématicien, l'autre plutôt un cybernéticien, et ils vont avoir une préscience à l'égard de cette discipline qui est extrêmement marquante. Dans le même temps, Frank Rosenblatt sera le premier à créer une machine qui s'inspirera des modèles neuronaux, le perceptron, et qui sera assez intéressante parce qu'elle postule quand même de beaucoup de choses que les gens qui ont fait un peu de machine learning connaissent, c'est-à-dire des systèmes de régression linéaire, des modèles qui sont essentiellement, si ce n'est exclusivement, statistiques. Voilà, je rappelle qu'on est dans les années 50. Marvin Minsky va dire en 58 ou 59, je ne sais plus, il va dire dans 5 à 7 ans, on aura AGI, intelligence artificielle générale, une machine plus intelligente que les humains, ou aussi intelligente que les humains, ce qui va d'abord déclencher pas mal d'investissements à l'époque, donc ça montre que parfois on se trompe sur les perspectives, et c'est intéressant de replacer ça dans le contexte actuel. Et au-delà de ça, être un peu à l'origine du film de Clark et Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a cette fameuse scène avec... Enfin, ou plutôt, ce film en réalité, avec ce robot cette Hal qui devient dingue et qui a une conscience de soi et qui ne veut pas disparaître parce qu'il va accomplir sa mission, qui nous ramène à pas mal de débats qui ont lieu sur ces sujets actuellement, sur les risques liés à ces technologies. On va avoir une grande période de sécheresse et il faudra attendre Geoffrey Hinton aux alentours de 1976 pour qu'on ait l'idée de structurer, de virtualiser des réseaux de neurones. Donc ce qu'on appellera le deep learning. Geoffrey Hinton, c'est quelqu'un de très célèbre parce qu'il a une carrière absolument extraordinaire. Donc évidemment, il aura le prix Turing. Mais au-delà de ça, il nous a mis en garde contre les risques, et il ne cesse de le faire, de l'AGI ou ASI aujourd'hui, et il a repris sa liberté de parole en quittant Google pour se faire à cet égard. Ce qu'on fait avec le deep learning au début des années 80, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça, c'est des images de 20 pixels de côté. Donc, vous êtes capable de reconnaître ici, je ne sais pas, c'est un hérisson ou un castor. Voilà, c'est l'état de l'art au début des années 80 de l'intelligence artificielle. À la fois, c'est très fort et en même temps, c'est totalement inutile, ce qui fait qu'on va rentrer dans un hiver de l'intelligence artificielle et on va devoir attendre l'arrivée d'un Français, Yann Lequin, pour en sortir. À la fin des années 80, d'ailleurs, je crois qu'il a publié son premier papier sur les réseaux convolutionnels en 89 ou 90, début 90. Et en réalité, il va falloir 20 ans pour qu'on comprenne pleinement comment est-ce qu'on peut structurer ces réseaux convolutionnels et leur donner toute leur puissance. Néanmoins, dès les années 90, on est capable de reconnaître des signatures bancaires. Donc, aux États-Unis, en Europe, on fait beaucoup ça. On a la reconnaissance automatique de signatures. Et ça marche plutôt pas mal. Et aujourd'hui, beaucoup de systèmes sont très largement construits à partir de réseaux convolutionnels. Et même d'une certaine manière, il y a beaucoup de dérivés de ces réseaux convolutionnels qui sont utilisés dans des technologies très contemporaines aujourd'hui. Alors là, j'ai sauté un slide. Dans les autres faits remarquables, je dirais, que j'aime bien mettre en avant, il y a Fei Li qui développe ImageNet. C'est un modèle d'imagerie qui va faire référence encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les benchmarks d'intelligence artificielle. Là, vous êtes au début des années 2000. Et puis, un troisième facteur, c'est... Bon, alors, ils sont nombreux, mais dans les années 2003-2004, on commence à se dire
il nous faut des microprocesseurs dédiés pour faire du deep learning, et on va structurer ce que j'appelle des microprocesseurs à porte large, des GPU, en partant de ce qu'on faisait pour créer des polygones, en fait, sur les gamebox, les stations de jeu. Donc c'est pour ça qu'NVIDIA, d'ailleurs, qui était un acteur de cartes graphiques, est devenu un peu un acteur référent là-dessus. Mais c'est très largement le fait de 2-3 acteurs qui ont un peu eu la même vision, la même prescience, dont Andrew Ng. Vous êtes entre, en gros, Toronto, Palo Alto, Stanford et UCLA. Les gens ont à peu près la même compréhension de la problématique et vont se mettre à développer des microprocesseurs pour ce faire. Voilà. Et donc, à la fois avoir des technologies de plateformisation, des technologies de microprocesseurs et des algorithmes, ou plutôt des modèles de nouvelle génération. À partir de 2004-2005, on a créé un écosystème complet et on commence à accélérer. Et c'est ce qui va se passer. Mais là, alors que beaucoup de choses se passaient au Royaume-Uni, en Europe, là, le shift est complètement fait sur la vallée. Donc ça se passe là-bas. Tous les gens que je viens d'évoquer sont... Il y a un peu de MIT, mais beaucoup de Stanford, beaucoup de Valley. Et c'est là-bas que ça se passe désormais. NVIDIA est aussi une entreprise qui est là-bas. Bon, pas évident. Voilà. En 2006, il y a un événement majeur dont on ne parle jamais, en fait, et qui est passionnant. Sébastien Trude, c'est un prof en computer science à Stanford. Et... il met tous ses élèves sur un challenge posé par la DARPA qui est de faire un véhicule autonome. Donc la DARPA a énoncé, c'est hyper simple, hein, je le fais en français, mais je pourrais vous le faire en anglais, mais quiconque est capable de faire mouvoir un véhicule dans le désert du Nevada en autonomie totale, en passant par 3 portes, sur un parcours de, je fais la traduction en kilomètres, mais de 120 km, remporte 5 millions de dollars. Voilà. Et lui gagne. Il gagne. Alors, c'est assez amusant parce que son cours de machine learning dure 1 année, et au bout d'1 année, ils n'ont pas fini, et il propose à ses élèves, à l'extérieur de l'université, de continuer une autre année avec lui. Et la plupart des élèves acceptent et remportent ce prix, alors qu'ils ne sont plus étudiants formellement de Stanford. Il gagne ce prix en 2007. Ça a l'air de rien, mais ça va déclencher une très grande quantité d'investissements, notamment de Google. Sergey Brin dira en 2008, en 2012, on aura résolu le problème du véhicule autonome. Et donc on sera catégorie 5, véhicule totalement autonome, etc. On en est probablement pas très loin de 80 milliards d'investissements si vous prenez les Waymo et autres, juste sur la partie recherche, hein, je ne parle pas de la partie exploitation, et on n'a toujours pas résolu ce problème. Et on n'est pas encore en catégorie 4, donc il y a encore beaucoup de travail pour arriver à faire vraiment des véhicules autonomes. On y arrivera, mais on y arrivera vraisemblablement dans une perspective qui est plutôt de 5 à 10 ans, plutôt que de 1 à 2 ans, même si encore ce matin, Tesla, on a appris dans la presse que Tesla avait demandé une licence dans 3 nouveaux États américains pour faire fonctionner des véhicules autonomes. Moi, je trouve que le véhicule autonome est un élément intéressant parce que, contrairement au modèle les LLM ou les modèles d'attention qui sont très élégants et très simples d'un point de vue théorique et même d'un point de vue conceptuel à comprendre, le véhicule autonome, c'est des tas de trucs différents. C'est-à-dire que vous devez comprendre ce qui se passe sur la route, vous devez comprendre le contexte de vélocité de votre véhicule, et vous devez interpréter. Vous avez à la fois de l'imagerie, vous avez des systèmes séquentiels, donc vous devez vous dire le piéton a levé le pied, donc il va avancer, donc il faut que je ralentisse et tout ça. Et c'est des patterns en matière de machine learning qui sont extrêmement compliqués à comprendre. Quand vous regardez d'ailleurs les accidents de ces véhicules, vous vous rendez compte que c'est des trucs abracadabrants. C'est une ombre portée d'un camion, des trucs que vous voyez assez rarement. Alors, nous, on a une pensée conceptuelle et on arrive
à projeter l'imprévu, mais les systèmes de deep learning ne sont pas du tout appropriés pour ça. Et donc ça explique beaucoup des accidents qu'on rencontre dans ces systèmes-là. Aujourd'hui, un véhicule autonome, on considère que c'est entre 2 et 6 millions de lignes de code. C'est quand même compliqué à faire tourner, et c'est pour ça que c'est une prouesse en soi, et que c'est presque plus dur de faire un véhicule autonome que de faire un modèle dit génératif en intelligence artificielle. Et puis évidemment, puisqu'on parle de génératif, l'autre grand moment, c'est très réducteur cette présentation que je fais, mais c'est 2017, c'est le papier Attention is all you need de Ashish Vashvani, qui est le deuxième en partant de la droite, qui vont postuler de quelque chose que Joshua Bengio, qui est un autre chercheur, avait initié en 2012, qui est que finalement on n'a pas de perte de cohérence avec des modèles très larges, des modèles très très lourds, et qu'on peut faire des modèles généralistes plutôt que des modèles spécialisés. Ça, c'est vraiment une rupture conceptuelle extrêmement forte. Ça aboutira à l'épopée de OpenAI, que vous connaissez, et à des quasi trilliards, enfin en tout cas plus d'un trilliard d'investissements dans ces technologies aujourd'hui. Vraiment, la question, c'est, dans cette épopée, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il y a une accélération manifeste. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de Moore. La loi de Moore, c'est un facteur en 8 ans de 64, en 9 ans de 64. Mais la loi de Huang, si vous prenez, je dirais, un agrégat des tests que l'on peut faire sur ces modèles, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est un facteur très, très supérieur en termes de vitesse. On considère que pour la même capacité d'investissement, sur 10 ans, vous avez probablement un facteur 4 ou 5 000. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens vous disent on a AGI au coin de la rue, parce qu'en en fait, ils tirent le trait et il y a ce qu'on appelle ce principe d'intelligence exponentielle, c'est-à-dire le moment où les modèles s'améliorent eux-mêmes. C'est-à-dire le modèle crée son propre code et est capable de s'améliorer lui-même. Ça, c'est une vision théorique qui est très belle et qui est, je pense, engrainée dans chaque personne qui fait de la recherche en intelligence artificielle. Pour le moment, on n'est pas encore capable de faire ce genre de choses. Et c'est peut-être tant mieux aussi parce que ça contient potentiellement ce qu'on appelle les risques existentiels en matière d'intelligence artificielle. Donc cette épopée, elle passe par du machine learning, du deep learning, des réseaux convolutionnels, des grands modèles qui permettent de faire de l'IA générative. Et on en est à peu près là. Et on est, franchement, je le disais tout à l'heure, un peu dans le mur. C'est-à-dire qu'on voit le moment où on va avoir des enjeux de décohérence quand on accroît les niveaux d'abstraction dans les modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des enjeux de décohérence quand on accroît les niveaux d'abstraction ? Ça veut dire qu'un modèle est très bon si vous lui dites simule-moi, par exemple, participe à une conversation entre nous deux, entre deux personnes, un truc très très simple, pour parler d'un problème donné qui est comment on résout une panne, par exemple. Donc vous avez 3 personnes, vous avez 2 mécaniciens, un LLM, et puis on donne des symptômes, et le modèle, voilà, dans un contexte très étroit, ça fonctionne très bien. Après, si vous lui dites, écoute, participe à une conversation, mais tu dois tenir compte qu'il y a un savant, Einstein a un peu de conversation, et puis il y a un enfant de 4 ans, et tu dois parler à l'un à l'autre en tenant compte de ses caractéristiques, et puis en plus de ça, ils sortent de venir voir un film sur 2001, l'Odyssée de l'espace, et ils s'expriment avec en arrière-plan ce film. Là, vous avez un problème de cohérence, vous avez des grands enjeux de décohérence dans les modèles. Donc, AGI, l'intelligence artificielle générale, ça doit être capable de prendre en compte ces degrés d'abstraction, et on ne sait pas le faire avec des LLM. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, on a des pistes actuellement, par exemple, le human feedback et le réenforcement, c'est vraiment une piste très très forte, donc tout le monde se met à faire ça, et on a été ressortir du placard des experts qui étaient très forts dans ce domaine, et on pose ça sur les modèles. On a évidemment tout ce qui est agentique, donc agentique, ce n'est rien d'autre que des LLM avec des morceaux spécialisés. C'est très bien et c'est super efficace, mais c'est absolument pas une voie pour aller vers des systèmes génériques là-dessus. Mais c'est quand même là-dessus que les investissements se font. Pour faire des systèmes spécialisés, encore une fois, c'est très efficace. Et, zut, mon slide, voilà. Et donc,
ces systèmes-là, bah oui, j'ai un slide qui explique un peu comment ça fonctionne. En gros, un système agentique, c'est quoi? C'est un système où vous allez processer. Vous dites, voilà, j'ai une demande de remboursement de mutuelle qui est là, elle est écrite à la main par le médecin, je dois être capable de lire l'écriture du médecin, je dois comprendre de quel acte il s'agit, le catégoriser dans un sous-modèle, et puis dire je rembourse pas. Ça, c'est vraiment de l'agentique de base, qu'on appelait d'ailleurs autrefois du RPA, du Robotic Process Automation, mais comme il faut créer des nouveaux termes pour montrer qu'on innove tout le temps, on appelle ça de l'agentique aujourd'hui. Voilà. Mais il y a une deuxième catégorie d'agentique qui est plus intéressante, qui est les systèmes avec des cadenceurs, des superviseurs, des orchestrateurs, où en gros, vous dites au modèle, voilà, je ne vais pas te dire la tâche que je vais te soumettre, je ne vais pas le pré-organiser, et tu vas choisir des agents qui sont le plus appropriés pour remplir cette tâche. Alors tout le monde se précipite là-dessus parce qu'effectivement, c'est assez intéressant. Vous pouvez avoir, par exemple, si vous mettez une équation, le truc se dit, oulala, il ne faut surtout pas que je probabilise ça parce que je vais dire des bêtises, et donc il faut que je le calcule. Et vous envoyez ça vers un modèle calculatoire. Donc ça, c'est facile à faire, c'est presque pas de l'intelligence artificielle, hein. Et pour tout un tas de trucs, vous avez des modèles qui sont plus ou moins spécialisés. Vous pouvez créer d'ailleurs, vous pouvez avoir le système agentique qui va susciter un propre modèle spécialisé en fonction des tâches qui lui sont présentées, mais ça marche très mal, enfin ça marche pas très bien, parce que des fois vous avez besoin d'avoir différents modèles simultanément, et l'orchestration, on ne sait pas très bien la faire. Donc ça reste des problèmes assez compliqués, et en fait vous revenez un peu à l'IA telle qu'elle préexistait auparavant, où finalement vous essayez de faire fonctionner des systèmes spécialisés avec beaucoup de peine en général. Donc, pour revenir à ma petite table, les voies qu'on voit actuellement, c'est, vous avez peut-être entendu parler de ça, les modèles de monde. Le modèle de monde, c'est deux trucs, à mon avis, forts. Le premier truc, c'est vous rajoutez au corpus traditionnel de données d'apprentissage, qui sont en gros ce que vous êtes capable d'attraper sur Internet, ce que vous prenez avec les yeux. Et la raison pour laquelle Meta vient de sortir des lunettes, qu'on dit jamais dans la presse et qui est dommage, c'est qu'ils ont besoin des yeux pour alimenter leur modèle. Et donc en vendant des lunettes aux gens et en leur faisant signer des CGU écrits en tout petit, on espère pouvoir remonter cette data et alimenter ces world models qui vont comprendre le monde en fait, en réalité. Donc ça, la première caractéristique, c'est on alimente ça avec des yeux. Je schématise parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire qu'on alimente ça avec des yeux. Et la deuxième caractéristique, c'est que plutôt que d'avoir des modèles qui sont massivement probabilisants, et donc qui à chaque fois vont faire des calculs de vecteurs très très lourds, très complexes, vous créez des looplets, des boucles. En gros, et j'aime bien le résumer comme ça, certains trouvent que c'est un peu trop réducteur, mais votre téléphone sonne, il y a en gros peut-être 5-6 possibilités. Vous décrochez pas, vous décrochez si vous voyez le nom, c'est un numéro, vous décrochez pas, vous rappelez plus tard, enfin, il y a quelques possibilités. Vous envoyez un texte, et plutôt que de dire je probabilise tout, vous réduisez ça à 5-6 possibilités, et sur le champ calculatoire, c'est incroyablement moins intensif, et beaucoup plus facile à superviser, à piloter, qu'un modèle de type d'attention. Et ça, alors d'abord c'est moins intensif et ça ouvre beaucoup de possibilités. En fait, c'est une forme on pourrait appeler ça une forme d'agentique, mais avec des niveaux d'agentivité qui sont microcellulaires. C'est-à-dire vous avez des looplets comme ça, vous en avez des milliers, des millions potentiellement. Et vous êtes capable d'arriver à des résultats assez impressionnants. Il y a un papier de recherche qui est sorti du FAIR de chez Meta il y a 2 semaines, ou un peu plus, il y a 1 mois, qui montrait que sur des systèmes séquentiels, qui est le grand point de faiblesse des LLM, les systèmes, les world models étaient déjà un peu supérieurs aux LLM. Voilà. Alors les world models ont d'autres faiblesses, ils ne savent pas être aussi véloces que les world models, mais c'est vraiment très intéressant. Vous avez d'autres thématiques, vous en avez une dizaine d'autres de pistes de recherche là-dessus. Les systèmes neurosymboliques, ça c'est vraiment le truc qui
captive tout le monde. Il y a pas mal de laboratoires, dont d'ailleurs OpenAI, qui sont sur ces sujets-là. L'eurosymbolique, c'est le plus proche de la façon dont nous, on réfléchit. Donc c'est de faire des concepts. Mais jusqu'à présent, et ça fait quand même 60 ans que ça dure, c'est assez décevant en réalité. On a beaucoup de mal à faire des choses qui nous ressemblent en général. La vraie question, je pense que c'est vraiment une question importante, c'est est-ce qu'on veut faire de l'AGI ou est-ce qu'on veut faire des systèmes avec du ROI? Et c'est une question qui est assez compliquée. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, ben, vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez avoir des systèmes qui sont... Aujourd'hui, là, les chiffres de OpenAI, donc ils sont partis pour faire 8 milliards de chiffre d'affaires cette année. Ils vont probablement brûler aux alentours de 60 milliards. Voilà. On n'est pas sûr qu'on soit capable d'arriver à, même avec la loi de Moore et tout ça, à faire en sorte que ces courbes se croisent. Pas du tout certain. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand on regarde leurs chiffres, ils font 300 milliards de chiffre d'affaires en 2030, dans leur perspective. C'est pas sûr qu'on soit capable de fournir ces services sans dépenser plus de 300 milliards de coûts de computing, même avec la loi de Moore sur ces sujets. Donc on est un peu dans une forme de tornade où il y a une bulle. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une bulle. Il y a vraiment un contexte géopolitique extrêmement complexe en général. Et il y a un contexte technologique qui est vraiment très particulier, qui est celui que je viens de décrire à cet égard. Et donc, il y a 2 ou 3 sujets qui méritent de l'attention. L'un d'entre eux, c'est les gains de productivité. Parce qu'en fait, tout ça, c'est quand même, à la fin du jour, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que ça nous sert à quelque chose ou pas? La promesse de l'AGI, ou même de l'intelligence artificielle, c'est de débloquer des gains de productivité. Et la raison pour laquelle tout le monde met énormément d'argent là-dedans, c'est qu'on nous explique que finalement, ces machines vont tout faire, qu'on va tous être au chômage, et que si je tire un peu si je caricature un peu, on va avoir des gains de productivité absolument monumentaux. Dans l'histoire de la productivité, si je prends juste le XXe siècle, on a eu aux alentours de entre 2,5 et 3% de productivité par an. C'est énorme. Hein. Ça veut dire que c'est un facteur de 30 fois de richesse supérieure entre 1910, je crois, et aujourd'hui. Donc c'est, voilà, pour la même heure de travail, vous produisez 30 fois plus de richesse qu'il y a un siècle là-dessus. Et ça correspond à 3% par an à peu près là-dessus. Donc l'idée, c'est de dire, si ces machines sont capables d'amener 1% de productivité à l'échelle mondiale supérieure, je crois que c'est quelque chose comme 25 000 milliards de dollars de valeur. Donc évidemment, ça attire les investissements de façon assez importante. Et à l'égard de l'informatique, il y a un truc qui est assez connu, c'est qu'on ne sait pas mesurer la productivité qu'amènent les ordinateurs. Donc Robert Solow, prix Nobel en 86, l'année d'après, il dit moi je veux des ordinateurs partout, mais je ne sais pas les mesurer. Je ne sais pas mesurer l'efficacité des ordinateurs. Et il y a tout un tas de travaux qui ont été emmenés par Brynjolfsson, par Acemoglu, en France à Guion, etc., sur ce sujet, qui sont objectivement des sujets à controverse, qui ne disent pas la même chose sur l'existence de productivité dans le domaine de l'informatique. Ce qu'il faut comprendre, et ça rejoint les enjeux géopolitiques, c'est vraiment important, c'est dans l'ère industrielle, la productivité, en tout cas au XXe siècle, a été équitablement répartie entre le capital et le travail. C'est-à-dire que quand vous avez un gain de productivité, on augmente les salaires, on augmente la rétribution du capital, et ça a été le welfare state, ça a été la création de la classe moyenne. On a créé la classe moyenne grâce à l'ensemble de l'épopée du XXe siècle, qui est une épopée essentiellement industrielle. Voilà. Et ça a bien fonctionné jusque, en gros, 76, 78 à peu près, là-dessus. Après, la productivité, elle a continué à croître depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans l'OCDE. Elle décroît, enfin, non, elle croît moins vite. Elle continue à croître, mais elle croît moins vite. Mais il y a une décorrélation entre le travail et le capital.
on cherche à comprendre. C'est très difficile pour les économistes de comprendre ce qui s'est passé. Alors évidemment, il y a des choses connues. Il y a eu la première crise pétrolière en 1974, deuxième crise pétrolière en 1979, l'arrivée de la révolution conservatrice aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est très important, je vais y revenir. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie complètement, qu'on mentionne absolument jamais, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est le fait que entre les deux, on a commencé à synchroniser les marchés financiers. Donc en 1978, le Canada et les États-Unis ont synchronisé leurs marchés financiers. Très vite, le Japon a rejoint. On a synchronisé les marchés financiers du Japon de façon électronique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'ont dit Reagan et Thatcher, ils ont dit on va faire tomber l'URSS. On va s'organiser pour faire tomber l'URSS et on va le faire par le marché. On va globaliser. Donc on va être tous les pays dans le marché et on va isoler, on va cantonner l'URSS là-dessus. Et il y a un truc qui relève de la poule et de l'œuf, c'est qu'on ne sait pas dire si c'est parce qu'il y a eu une opportunité technologique qu'ils l'ont fait. On n'aurait pas pu faire la globalisation sans les marchés financiers, sans l'électronique, ou si c'est l'impulsion politique qui a permis de créer les technologies qui ont fait ça. C'est vraiment intéressant. Et vous allez voir que ce phénomène, il est systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, elle s'inscrit dans son contexte géopolitique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on nie très largement. Donc on a fait ça, et ce faisant, on a cassé le lien indéfectible qui existait entre capital et travail. C'est-à-dire qu'auparavant, avant qu'il y ait de la globalisation, si on payait mal le travailleur, il se mettait en grève et il demandait à avoir un bénéfice des gains de productivité, que ce soit équitablement réparti. Parfois, ça a été très violent et tout ça, mais le fait est que cette classe moyenne, elle a quand même émergé, donc il y a eu une répartition plus ou moins équitable à cet égard. Quand vous dites le capital est mobile, mon argent n'est pas assez rentable aux États-Unis, je le mets au Japon. À l'époque, le Japon, c'était un peu comme la Thaïlande aujourd'hui. Eh bien, vous décorrélez le lieu du travail de l'affectation du capital. Et ce phénomène-là, c'est la fin du welfare state, c'est-à-dire la fin de ce modèle un peu rooseveltien, vraiment le New Deal, un deal social extrêmement fort, mais à une échelle globale, emmené par très largement la technologie. Alors vous dites qu'on s'éloigne un peu de l'IA, mais en fait on est en plein là-dedans, parce que quand vous amenez des outils de productivité majeurs et que ces outils sont totalement plateformisés, ça peut faire très mal, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes dans un contexte où il n'y a plus de multilatéralisme, où on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement à une échelle au-dessus des États, eh ben, ça va cogner très fort. Et donc ça, c'est une inquiétude qu'on peut avoir quand tout le monde est en désaccord sur ces sujets. Donc la première menace, je pense qu'elle est géopolitique en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un G7 il y a 3 ans maintenant sur l'intelligence artificielle. Quand vous regardez la déclaration qui est sortie de ce G7, qui était consacrée à l'intelligence artificielle, en fait, vous vous rendez compte que c'est une déclaration d'intention qui ne sera pas suivie des faits, et qu'aujourd'hui, on est dans une logique de confrontation Chine-US, et nous, on compte les balles en Europe sur ce sujet, mais que l'idée, c'est que le premier qui arrive à ASI a un avantage compétitif qui est irrattrapable, et donc reste un empire pour la fin des temps, en fait. C'est un peu armagedonesque, mais c'est comme ça que c'est perçu par les uns et les autres. Et donc, le fait d'avoir cette rupture technologique à un moment où il n'y a plus de multilatéralisme, à mon avis, est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, et le comportement des États-Unis est totalement irresponsable dans ce contexte-là. À tel point que les chercheurs et les patrons des grandes entreprises d'intelligence artificielle ont refusé qu'il y ait un moratoire sur la régulation de l'IA. J.D. Vance a dit « Ok, on va faire un moratoire de 10 ans sur la régulation de l'IA parce que nous, on a des balls comme ça et qu'on n'a pas peur. » Et les gens disent « Non, non, mais ces technologies comprennent des risques, nécessitent d'avoir un minimum de régulation, peut-être pas comme la régulation européenne qui, à mon avis, allait trop loin dans l'autre sens. » Mais il faut qu'on ait cette approche, il faut qu'on ait des discussions qui ont lieu à un niveau, entre guillemets,
infra-politiques, notamment entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, mais qui n'arrivent pas à cranter au niveau nécessaire pour traiter ces enjeux. Donc ça, c'est première catégorie de risques. On pourrait rajouter vraiment derrière ça tous les enjeux de renseignement, tous les enjeux de guerre économique, dont je crois que vous avez parlé ce matin en particulier, tous les enjeux de guerre tout court, le paradigme militaire, ce qui se passe en Ukraine. Et si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui montre que les systèmes d'armes tels qu'on les connaît n'ont plus de valeur. Et ça devrait nous pousser à vraiment faire repenser complètement la façon dont on voit les systèmes militaires. Voilà le contexte dans lequel on se trouve. L'administration américaine est incomparablement plus dangereuse. Et don't get me wrong, je ne suis absolument pas fasciné par le modèle chinois que l'administration chinoise, qui a une compréhension plus fine de ces sujets, qui travaille dessus depuis plus longtemps, et qui a paradoxalement mis en place des systèmes de protection pour les citoyens chinois sur ces technologies. Deuxième sujet, c'est le sujet cyber. Donc, le sujet cyber, c'est un sujet qui est important parce que, en réalité, là aussi, on a une forme de rupture de paradigme. Ça fait longtemps qu'on sait faire des systèmes dormants qui vont s'installer dans les ordinateurs et puis qu'on peut réveiller automatiquement ou à distance, etc. Là, on est face à une menace qui est très proche d'ailleurs de ce qu'on observe dans le vivant, c'est-à-dire qui est multiforme, qui est adaptative et qui est extrêmement pervasive, donc qui est vraiment capable de s'adapter à son environnement de façon extrêmement forte dessus. On n'a pas pour le moment de situation de masse où on a vu des systèmes d'IA arriver à déstabiliser. Pour le moment, les cas d'attaque avérés avec des dégâts sont plutôt classiques et c'est pour le moment pas encore des cas qui reposent massivement sur des systèmes d'IA de nouvelle génération. Néanmoins, dans le monde académique, on fait des simulations de ces systèmes et on voit que ça va arriver, que ça va générer une nouvelle classe d'outils qui seront à la fois utilisés par des para-États et des hackers avec des intentions soit de faire des dégâts, soit de gagner de l'argent. La bonne nouvelle, je dirais qu'à cet égard, c'est que les white hats, c'est-à-dire les gens qui sont du bon côté, ont un avantage structurel, c'est qu'ils partagent. Quand vous êtes un attaquant et que vous avez un outil surpuissant, le principe même, c'est que vous ne révélez pas votre outil parce que vous le démonétisez. Quand vous êtes un défenseur, vous avez plutôt intérêt à vous liguer avec d'autres pour mettre en place des outils coordonnés et vous êtes dans une logique qui est assez proche de la communauté de l'open source. Et donc cette asymétrie, elle vous donne un avantage structurel assez fort par rapport à l'IA. Voilà, donc ça, c'est une différence qui est assez fondamentale. On verra si ça tiendra dans le temps. En tout cas, c'est sûr que la cybersécurité telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant est en train de changer de paradigme de façon extrêmement forte. La troisième menace, c'est à la fois une menace d'ordre géopolitique, informationnel, et une menace cognitive. Géopolitique parce que ce que montre d'ailleurs ce qui se passe aussi bien en Israël qu'en Ukraine, c'est qu'il n'y a plus de discontinuité entre le hard power, le système d'armes, et le système informationnel. Je n'appellerai pas ça du soft power, mais c'est-à-dire que vous, c'était Gerasimov, qui est actuellement le chef d'état-major des armées russes, qui disait il y a 15 ans, pour le 10e du coût d'un avion de chasse, je déstabilise un pays. La France s'est fait virer d'un demi-continent européen, presque plus même, c'est-à-dire de toute l'Afrique de l'Ouest, pour quelques centaines de millions de dollars. Voilà. Et c'était quoi? C'était le GRU qui a structuré des campagnes sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vraiment vu ça pour avoir souvent été en Afrique de l'Ouest. L'armée française n'a rien compris. Ils ont été incapables, ils ont été
totalement comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. Ils ont subi le truc et ils se sont fait mettre dehors de 5 pays, les uns après les autres, sans pouvoir réagir, ni d'ailleurs tellement combattre en réalité, puisque il y avait une asymétrie extrêmement forte sur ce sujet. Et c'est d'autant plus compliqué que nous sommes une démocratie et que depuis la guerre d'Algérie, on ne fait plus de propagande. Vous n'avez plus de fausses informations qui sont diffusées pour contrer ce que dit l'ennemi, du moins officiellement, et probablement d'ailleurs en réalité. Et donc c'est très compliqué d'arriver à faire ça parce que le quatrième pouvoir voilà, sera là pour dire que vous êtes en train de faire quelque chose de faux et c'est beaucoup plus dangereux dans un système démocratique que dans un système totalitaire. Le problème de cette absence de doctrine sur ce sujet, c'est que ça va s'envenimer très vite avec l'avènement de l'IA. C'est-à-dire que auparavant, vous avez des opérateurs humains, vous avez toujours des opérateurs humains qui créent des informations qui objectivement ne sont pas très qualitatives, mais qui, bien coordonnées, peuvent commettre un certain bazar. Donc les punaises de lit, on sait maintenant que c'est le GRU qui a fait ça, on a tous eu à un moment ou à un autre un peu peur de ces trucs-là. Ça a eu un impact économique sur le pays, et c'est quand vous discutez avec le patron de Viginum, c'est je veux dire, la fréquence ne cesse d'évoluer parce que y a un rendement très important à cet égard. Et donc là-dessus, il faut qu'on ait une doctrine. Il faut vraiment qu'on ait rapidement une doctrine à cet égard, qu'on sache quoi faire par rapport à ces sujets-là. Au-delà de ça, je pense que ça pose une nouvelle question, une question à mon avis qui est essentielle, c'est finalement quel est le rapport de nous, citoyens, par rapport à cet environnement. C'est-à-dire que si on continue à être dans une logique de passivité, non seulement c'est des informations qui vont nous rendre dingues, mais au-delà de ça, on va être saturé par l'information. Et moi, je milite, et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé Café IA, pour qu'on crée une sorte d'armée suisse, française, face à toutes ces nouvelles dynamiques. C'est-à-dire que le seul moyen d'arriver à faire en sorte qu'on soit capable de se défendre, c'est finalement que chacun d'entre nous, dans la mesure de nos moyens et du contexte, etc., on puisse être amené à faire du signalement, participer à différents degrés, un peu comme on l'observe en Ukraine, à la construction d'un cyber-système d'armes. Voilà. Alors c'est pas drôle, c'est pas, moi j'ai aucune fascination pour ces systèmes-là, mais la menace est là et la nature numérique de la menace est, à mon avis, très sous-estimée. Et encore une fois, ce qui se passe en Ukraine est absolument incroyable. Je n'ai pas le temps de faire des développements là-dessus, mais c'est vraiment tout à fait remarquable. Donc voilà les points qui me semblent un petit peu importants. Je finis sur ce sujet, mais on est face à une situation d'agressivité qui est impressionnante. Je relisais hier ou avant-hier le discours de J.D. Vance lorsqu'il est venu dans le sommet pour l'action IA à Paris. C'est une agression, c'est littéralement une agression. Et à chaque fois qu'il prend la parole, c'est extrêmement agressif. Il ne cesse, quand il est parti à Bruxelles, il a pris la parole et il a défendu mordicus les partis les plus extrêmes, droite d'ailleurs, européens. Donc ces gens-là détestent l'Europe, détestent les démocraties inclusives telles qu'elles existent en Europe. Marc-Antoine Briand, le patron de Viginum, il le disait dans une conférence l'autre jour, il disait « Bon, pour le moment, nous, on voit surtout en matière informationnelle la sphère MAGA. Le jour où cette sphère MAGA commence à se coordonner avec l'administration américaine, on va avoir un vrai problème. » Et donc on a le front de l'Est, qui est quand même un front, vous le voyez, les têtes de cochon devant les mosquées, etc., qui cherche qu'une seule chose, c'est à mettre le feu ici, et
comment dire, la thématique de l'extrême droite, je suis désolé de le dire, c'est un biais très partisan, mais je crois que c'est vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est Viginum, il ne cesse d'amplifier ce que toutes les thématiques de l'extrême droite. C'est-à-dire, vous avez un OQTF qui commet un crime, bon, le truc est exponentialisé par les Russes. Quelle que soit votre opinion politique, il faut être conscient de ça. On le voit moins, on ne voit pas dans le camp d'en face, en tout cas, ces sujets-là. Donc, on a encore un peu de temps pour s'armer, mais ça passe par un changement de modèle. Et le temps est limité par le moment où on commence à s'emparer de ces outils d'IA qui vont vous permettre d'ouvrir des milliers de comptes sur les réseaux sociaux en passant les CAPTCHA et faire en sorte que vous ayez vraiment l'impression qu'il y a des conversations par des vrais humains. Les gens, aujourd'hui, sont dans une hypnocratie emmenée par cette technologie, mais ça va être décuplé une fois que on va commencer à avoir cette nouvelle génération d'outils qui arrive à cet égard. Et on ne peut pas compter, encore une fois, sur les relations multilatérales pour réussir à résoudre ça. Même au sein de l'Europe, on est très largement ligoté par au moins la Hongrie, la République tchèque, dans une large mesure, parfois les Polonais, qui jouent soit dans le camp des Américains, soit dans un camp qui n'est évidemment pas celui des Russes, mais qui est néanmoins pas forcément favorable au camp européen. Donc la situation est complexe, et je crois que, voilà, j'entendais, je ne sais plus qui dire avant-hier que la menace est extrêmement prégnante. Moi, je déteste annoncer des mauvaises nouvelles, mais il faut qu'on réagisse tout de suite. Voilà, on a créé un truc incroyable qui est un modèle extraordinaire que le monde entier nous envie. Il faut qu'on comprenne dans lequel contexte on est en général. Je voudrais finir en parlant des opportunités, parce que si vous voulez, le tableau est noir, effectivement, donc c'est tout enjeu de menaces quasi militaires, menaces sur notre modèle social, et voilà. Mais en réalité, c'était quoi? C'était il y a une semaine à peu près, j'étais avec un copain américain qui est venu boire un café avec moi, avec un des hauts responsables de Huawei, qui s'occupe d'un véhicule autonome. Et je commence à lui dire, comment vous voyez le retard de la France sur tous ces sujets, ou de l'Europe? Et il me dit, mais les gars, là, il y a un truc, j'en vois. Ici, c'est le meilleur endroit où vivre dans le monde. Il n'y a pas de débat, c'est extraordinaire. Et moi, quand je serai à la retraite, c'est là que je viendrai vivre. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est tellement génial ici que je ne me pose aucune question. Et en fait, il m'a dit, mais je ne comprends pas, vous vous metteriez juste un peu ensemble, vous nous écrasez à plat de couture. Vous avez des talents, vous avez plein d'enjeux qu'on n'a pas résolus, de trucs qui fonctionnent super bien ici. Et donc, juste mettez-vous un peu d'accord, quoi. Et pour lui, ça semblait être une évidence. Et je voudrais finir là-dessus parce que je pense que c'est exactement ce que je ressens. Et encore une fois, moi, si j'ai fondé Café IA, c'est en disant ça au président de la République. Je lui disais, mais si on continue à avoir des gens qui vivent avec comment dire, de réelles superstitions à l'égard de l'IA, on va aller nulle part, quoi. Et on doit se mettre un peu d'accord sur une plateforme commune. Pas surtout, c'est pas... Mais se dire, OK, il y a un truc à faire, on va le faire, on va mettre de côté quelques-uns de nos différends, et puis on va faire ce qui s'est passé quand on a reconstruit ce pays dans les années 50 ou après la Première Guerre mondiale. Voilà, et ça va marcher. Il faut juste qu'on ait un peu confiance en nous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.